Dans notre petite ville enneigée, les légendes locales font partie de notre quotidien. Mais celle de l'homme au traîneau a toujours été différente, plus sombre, presque interdite. On raconte qu'il n'apparaît qu'une fois par an, la nuit de Noël, conduisant un traîneau tiré par des rennes aux yeux luisants. Mais ce n'est pas un Père Noël, loin de là. Ces sacs, dit-on, ne sont pas remplis de cadeaux mais d'ossements humains. Ce soir-là, nous étions 4. Moi, Élodie, une fille curieuse mais rationnelle, Maxime, toujours en quête d'adrénaline, Lucas, le sceptique du groupe, et Clara, celle qui hésitait mais nous suivait toujours. Maxime avait lu un vieux forum où des habitants racontaient avoir vu des traces dans la forêt l'année dernière. Des empreintes de sabots, un traîneau, disait-il, avec un sourire provocateur. La neige tombait en silence, recouvrant tout d'un voile blanc. Les rues étaient désertes, tout le monde préparait Noël en famille, sauf nous. C'était notre tradition, explorer les coins sombres de la ville, défier nos peurs. Mais cette fois, j'avais un mauvais pressentiment. Lucas riait de nos hésitations. Sérieusement, vous croyez à ces histoires? C'est juste un vieux conte pour effrayer les gamins. Clara, pourtant toujours prête à renoncer, a murmuré. Et si ce n'était pas qu'une histoire? Nous avons rassemblé des lampes, des thermos et quelques provisions avant de nous aventurer dans la forêt. Le froid mordait nos visages, mais l'excitation était plus forte. Plus nous avancions, plus le silence devenait oppressant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. C'est Maxime qui a brisé ce silence. Vous savez, ils disent que ceux qui rencontrent l'homme au traîneau. Il s'est arrêté, laissant la phrase suspendue. Je n'ai pas demandé la suite. Alors que nous pénétrions plus profondément dans la forêt, je ne pouvais m'empêcher de me demander si cette légende, aussi absurde qu'elle puisse paraître, n'avait pas une part de vérité. La forêt avait toujours été un endroit familier pour moi, un refuge pendant les étés de mon enfance. Mais cette nuit-là, sous l'épaisse couche de neige et la lumière blafarde de nos lampes, elle semblait méconnaissable, presque hostile. Les arbres, nus et tortueux, projetaient des ombres qui dansaient autour de nous, et chaque craquement sous nos pieds résonnait comme un avertissement. Nous avancions en file indienne, Maxime en tête, toujours le plus intrépide. Il tenait fermement sa lampe, dirigeant son faisceau sur les traces devant nous, de larges empreintes semblables à celles de sabots, mais trop grandes pour appartenir à des animaux ordinaires. Clara marchait derrière lui, serrant son écharpe contre son visage pour se protéger du froid mordant. Je la suivais, et Lucas fermait la marche, traînant un peu, sans doute pour montrer qu'il n'était pas impressionné. « Vous voyez » chuchota Maxime, pointant les marques dans la neige. « C'est exactement ce que je vous avais dit. Quelqu'un a été ici récemment. » « Ou quelque chose, » murmura Clara, visiblement nerveuse. Je sentais mon cœur s'accélérer. La logique me disait que tout cela avait une explication. Un chasseur, un groupe de randonneurs, mais pourquoi ces traces semblaient-elles s'enfoncer si profondément dans la neige, comme si elles portaient un poids immense? Au bout de ce qui semblait être une éternité, nous sommes arrivés à une clairière. Le silence était presque total, brisé seulement par le sifflement du vent dans les branches. C'est là que nous avons vu les premières marques de traîneaux. 2 sillons parfaitement parallèles, gravés dans la neige fraîche, disparaissant dans l'obscurité. « Bon, c'est probablement juste un vieil attelage, » déclara Lucas, mais sa voix trahissait une pointe de doute. Nous avons continué à suivre les traces, malgré l'hésitation qui grandissait en moi. À mesure que nous avancions, le vent semblait porter avec lui des sons étranges, comme des rires étouffés ou des murmures lointains. Je me suis arrêté un instant, croyant avoir vu une silhouette entre les arbres, mais quand j'ai braqué ma lampe, il n'y avait rien. « Ça va » demanda Clara en se tournant vers moi. « Oui, je crois, » ai-je répondu, mais mes mains tremblaient légèrement. Nous étions maintenant bien loin des limites de la ville, et la forêt nous enveloppait comme un labyrinthe glacé. J'avais l'impression que quelque chose ou quelqu'un nous observait. Et, pour la première fois, je me suis demandé si nous avions fait une terrible erreur. Nous avons fini par arriver à une autre clairière, plus grande que la précédente. La lune, cachée derrière les nuages pendant toute notre marche, éclairait maintenant le paysage d'une lumière glaciale. Et c'est là que nous l'avons vu. Le traîneau. Il était là, au centre de la clairière, presque comme s'il nous attendait. La première chose qui m'a frappé, c'était sa taille. Bien plus grand qu'un traîneau ordinaire, il était fait de bois sombre, presque noir, avec des gravures complexes sur les côtés. Des symboles que je ne reconnaissais pas, mais qui semblaient anciens, presque rituels. « Waouh » murmura Maxime, s'approchant lentement. « C'est dingue. Regardez ça. » Les autres restaient en retrait, hésitant à avancer. Clara s'agrippait à mon bras, ses doigts glacés tremblants contre ma manche. « On devrait partir » chuchota-t-elle. « C'est trop bizarre ?» Je voulais être d'accord avec elle,
Mais quelque chose m'attirait vers ce traîneau. Une curiosité malsaine, presque irrépressible. Maxime, bien sûr, ne pouvait pas s'empêcher de toucher. Il passa la main sur le bois, observant les gravures. C'est sûrement un vieux traîneau de chasse ou quelque chose comme ça, dit-il, mais son ton manquait de conviction. Puis il remarqua les sacs. Ils étaient empilés à l'arrière du traîneau, 4 grands sacs en toile épaisse, couverts de taches sombres. Un liquide noirâtre avait gelé sur le tissu, formant des stalactites sinistres. L'odeur nous a frappés en premier, une puanteur âcre et esséurante qui semblait s'infiltrer jusque dans mes poumons. « Oh mon Dieu !» murmura Clara, reculant instinctivement. Lucas, qui jusque-là s'était montré sceptique, semblait maintenant aussi troublé que nous. « Ne touche pas ça, Max !» lança-t-il d'une voix ferme. Mais Maxime était déjà en train d'ouvrir le premier sac. Ce que nous avons vu à l'intérieur a gelé le sang dans mes veines. Des os. Pas seulement des os, mais des fragments de squelettes humains. Des crânes fissurés, des côtes brisées, des vertèbres entassées comme du bois de chauffage. Parmi les ossements, des morceaux de tissu décomposés, des lambeaux de vêtements que le temps n'avait pas totalement effacés. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla Clara, sa voix brisant le silence oppressant de la clairière. Avant que nous puissions réagir, un son a déchiré l'air. Un craquement sourd, suivi d'un tintement métallique, comme celui d'un grelot. Nous nous sommes tous figés, nos regards se tournant lentement vers la forêt. C'est alors que je l'ai entendu. Des pas lourds, s'approchant lentement. Et ce rire, faible au début, presque un murmure, mais il grandissait, se répercutant entre les arbres. Un rire rauque, inhumain. Maxime lâcha le sac et recula, son visage pâle comme la neige autour de nous. « On doit partir. Maintenant. » Mais quelque chose me disait que nous n'aurions pas cette chance. Le rire continuait, se rapprochant à chaque seconde, résonnant dans la clairière comme un écho sinistre. Nous étions pétrifiés, figés comme des statues sous le poids d'une peur primitive. Puis, entre les arbres, il est apparu. Une silhouette, grande et imposante, se dessinait dans la pénombre. À mesure qu'elle s'avançait, les détails devenaient visibles, et ce que nous avons vu nous a glacés jusqu'aux os. L'homme portait un manteau noir, si long qu'il traînait dans la neige. Son visage, à peine éclairé par la lune, semblait à moitié humain. Sa peau était livide, presque translucide, et ses yeux brillaient d'un éclat jaune, comme ceux d'un animal nocturne. Mais c'était son sourire qui m'a paralysé. Un sourire grotesque, trop large, dévoilant des dents irrégulières et pointues. Derrière lui, un traîneau beaucoup plus grand que celui que nous avions trouvé émergea de l'ombre, tiré par 4 rennes. Mais ces rennes n'étaient pas comme ceux des contes de Noël. Leur corps était déformé, leurs châtaignes rouges semblaient briller d'une lumière interne, et leur bois était torsadé, comme des branches calcinées. L'homme tenait dans sa main droite une cloche, qu'il agitait lentement, produisant ce tintement métallique qui avait attiré notre attention. Sa main gauche, par contre, semblait vide, jusqu'à ce que nous remarquions les griffes longues et noires qui en dépassaient. « Vous avez ouvert mes sacs, » dit-il d'une voix basse et grondante, mais suffisamment forte pour qu'elle résonne dans nos cœurs. Ces mots étaient simples, mais leur poids portait une menace implicite. Maxime fut le premier à réagir. Il lâcha un cri étouffé et commença à courir vers les arbres. Mais à peine avait-il fait quelques mètres que l'homme leva sa main griffue. Maxime s'arrêta net, comme si quelque chose l'avait frappé ou retenu. Puis, lentement, il fut traîné en arrière, glissant sur la neige sans même se débattre, jusqu'à disparaître dans l'ombre du traîneau. Clara hurla, et ce fut comme si son cri déclenchait une réaction. L'homme leva la cloche et la fit tinter plus fort, 1 fois, 2 fois. Les rennes avancèrent, leurs sabots frappant la neige avec un bruit sourd. Lucas nous attrapa par les bras, moi et Clara, et cria « Courez !» Nous nous précipitâmes dans la direction opposée, mais le sol semblait se dérober sous nos pieds. Chaque pas était une lutte contre la neige épaisse, et derrière nous, les grelots et les rires se rapprochaient. Lucas disparut le suivant. Un cri étranglé, un bruit sourd, et quand je me retournai, il n'était plus là. Clara et moi étions seuls, mais elle trébucha, et avant que je ne puisse l'aider, une ombre surgit pour l'emporter. Je continuai à courir, mon souffle gelant dans l'air, les sons de mes amis disparus me hantant déjà. Mais le rire ne s'arrêtait pas. Je savais qu'il était juste derrière moi. Et pourtant, je courais, parce que je savais que la seule alternative était de finir dans l'un de ces sacs. Je ne savais pas comment mes jambes continuaient à bouger. Le froid mordait ma peau, ma gorge brûlait, et mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Les grelots résonnaient toujours derrière moi, accompagnés de ce rire abominable, mais je n'osais pas me retourner. Chaque fibre de mon être me hurlait de continuer, même si mes forces m'abandonnaient. J'ai fini par trébucher sur une racine cachée sous la neige.
Mon corps s'écrasa au sol, et pendant un instant, je crus que c'était la fin. Je me recroquevillai, prêt à sentir les griffes de cet homme m'arracher de la vie. Mais rien ne vint. Quand j'osai enfin relever la tête, je vis la clairière d'où je venais. L'homme était là, près du traîneau abandonné. La lune éclairait la scène comme un tableau macabre. Il se tenait au-dessus des sacs que nous avions ouverts plus tôt, les inspectant avec soin. Puis, un à un, il ouvrit les sacs restants et y ajouta quelque chose. Je ne voulais pas regarder, mais mes yeux étaient rivés sur lui. Je vis un bras sortir d'un des sacs, reconnaissable par la montre que Maxime portait toujours. Dans un autre, un morceau d'étoffe rouge qui ressemblait à l'écharpe de Clara. Mon estomac se noua. Mes amis étaient là-dedans, réduits à de simples morceaux. L'homme semblait satisfait. Il fit un geste aux rennes, qui se redressèrent, leurs yeux luisants fixant la forêt. Puis, sans un mot, il grimpa sur son grand traîneau noir. Les grelots tintèrent une dernière fois, et il disparut dans l'obscurité, avalé par les ombres. Je restai là, paralysé, incapable de bouger ou de penser. Je ne sais pas combien de temps je suis resté au sol, mais à un moment donné, l'aube commença à poindre. La lumière du jour rendit la forêt moins menaçante, mais elle n'effaça pas ce que j'avais vu. En boitant, je retournai en ville. Personne ne me crut. Ils pensèrent que mes amis s'étaient simplement perdus dans la forêt, mais je savais la vérité. Chaque Noël depuis cette nuit-là, je restais éveillé, seul, écoutant les bruits de la nuit. Et chaque année, à la même date, j'entends ces grelots lointains, ce rire étouffé. Il est encore là, et je sais qu'un jour, il reviendra pour moi. Je me souviens parfaitement de ce jour, comme si c'était hier. C'était un samedi froid de décembre, et l'air était chargé de cette odeur caractéristique des fêtes de Noël, un mélange de vin chaud, de cannelle et de sapin. J'avais décidé de me rendre au bazar de Noël de notre petite ville, une tradition annuelle où l'on pouvait dénicher toutes sortes d'objets anciens et de décorations uniques. J'arpentais les allées bondées, les doigts engourdis par le froid malgré mes gants, lorsque mon regard s'est arrêté sur une petite table à l'écart, tenue par une vieille femme au visage ridé comme une feuille de papier froissé. Devant elle, un assortiment hétéroclite d'objets était disposé, des boules de Noël ébréchées, des guirlandes ternies, et au milieu de tout cela, un petit traîneau en bois. Il était magnifique, malgré son apparence usée. Le bois, sculpté avec une précision presque obsessive, représentait des motifs de flocons et de rennes qui semblaient danser sous la lumière vacillante des guirlandes électriques. Pourtant, quelque chose dans ce traîneau m'a immédiatement troublé. Une étrange patine sombre couvrait une partie du bois, comme si le temps avait voulu effacer une histoire qu'il valait mieux oublier. « Vous aimez le traîneau » a murmuré la vieille femme, sa voix rauque presque couverte par les chants de Noël en arrière-plan. J'ai hoché la tête. Il a une longue histoire, celui-là, a-t-elle ajouté, un sourire énigmatique aux lèvres. Une histoire que certains préféreraient ne pas connaître. Je n'ai pas répondu. Mon regard était rivé sur l'objet, et une sorte de fascination inexplicable me poussait à l'acheter. Je vous le laisse pour 5 €, a-t-elle dit finalement. Mais je vous conseille de le manipuler avec soin. Sa dernière phrase m'a fait frissonner, mais j'ai mis ça sur le compte du vent glacial qui s'engouffrait dans ma veste. 5 €, c'était une aubaine pour une pièce aussi rare, alors j'ai sorti un billet de ma poche et je suis reparti avec le traîneau sous le bras. Sur le chemin du retour, une drôle de sensation m'a envahi. C'était comme si l'air autour de moi s'était alourdi, et j'avais l'impression d'être observé, bien que les rues soient presque désertes. Mais là encore, j'ai balayé ces pensées d'un revers de la main. J'ignorais alors que ce simple achat allait changer ma vie à jamais. La première nuit après avoir ramené le traîneau à la maison, je n'y ai pas pensé plus que ça. Je l'avais placé sur une étagère du salon, avec mes autres décorations de Noël. Il s'intégrait parfaitement à ma collection, ajoutant une touche ancienne et mystérieuse à l'ensemble. Fatigué par la journée, je suis monté me coucher, impatiente de me plonger dans les festivités des jours à venir. Aux alentours de 2 heures du matin, un bruit m'a tiré brusquement de mon sommeil. C'était un tintement clair et discret, comme celui d'une cloche ou d'un petit grelot. Encore engourdi par le sommeil, j'ai tendu l'oreille. Le bruit s'est répété, un son doux mais étrangement incongru dans le silence de la nuit. Je me suis levé, une boule dans la gorge, essayant de me convaincre que ce n'était rien de plus qu'un rêve ou un bruit provenant de l'extérieur. J'ai descendu les escaliers lentement, chaque marche semblant craquer plus fort que d'habitude sous mes pieds nus. Arrivé dans le salon, j'ai allumé la lumière. Tout était parfaitement à sa place. Les guirlandes scintillaient doucement sur le sapin, et mes décorations reposaient exactement là où je les avais laissées. Pourtant, l'atmosphère semblait différente. L'air était plus froid, presque glacial, comme si une fenêtre avait été laissée ouverte, mais tout était fermé.
Alors que je balayais la pièce du regard, mon attention s'est fixée sur le traîneau. Il était là, immobile sur l'étagère, mais un détail m'a sauté aux yeux, un reflet brillant, juste en dessous. Je me suis approché, hésitante, et j'ai découvert une fine couche de givre qui recouvrait le bois. Comment était-ce possible? La maison était chauffée, et aucun de mes autres objets n'était touché. Je me suis forcé à balayer cette étrange découverte d'un geste nerveux. Peut-être que l'objet avait simplement réagi à l'humidité de l'air, me suis-je dit, bien que cette explication me semblait peu convaincante. De retour dans mon lit, j'ai mis longtemps à retrouver le sommeil. Mais juste avant de sombrer à nouveau, j'ai entendu une dernière fois ce tintement de grelots, comme un murmure lointain venant du salon. Ce n'était sûrement rien, pensais-je. Rien d'autre que l'imagination d'une femme fatiguée. Du moins, c'est ce que j'essayais de me convaincre. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une étrange série de phénomènes. Au début, ils étaient subtils, faciles à ignorer. Mais plus le temps passait, plus ils devenaient insistants, impossibles à rationaliser. La première chose que j'ai remarquée a été la chute d'un ornement de Noël. Un petit ange en verre que j'avais placé près du sapin. Le matin suivant, je l'ai trouvé brisé sur le sol, les éclats éparpillés autour de l'étagère où il avait été. La veille, il était parfaitement en place, rien n'avait bougé. J'ai d'abord cru à un accident, peut-être que quelqu'un avait heurté la table en passant, mais lorsque j'ai vérifié, personne n'était dans la pièce pendant la nuit. Ensuite, les lumières de Noël ont commencé à clignoter de manière irrégulière. Pas tout le temps, mais assez souvent pour me faire douter de leur fonctionnement. Un instant elles brillaient normalement, puis, sans raison apparente, elles s'éteignaient, pour se rallumer quelques minutes plus tard. Ce n'était pas un problème électrique, car le reste de la maison fonctionnait parfaitement. Je me suis retrouvé à vérifier les fils plusieurs fois, mais il n'y avait rien d'anormal. Puis il y a eu les bruits. Ce n'étaient pas seulement les grelots, qui avaient cessé pendant un moment, mais des bruits plus graves, plus inquiétants. Des craquements, comme si quelque chose se déplaçait dans la pièce. J'ai même cru entendre des pas dans l'escalier une nuit. Mais, lorsque j'ai allumé la lumière, il n'y avait rien. Juste le silence pesant de la maison. Et ce n'était pas tout. Le traîneau, il semblait avoir bougé. Pas de manière évidente, mais subtile. Chaque fois que je regardais, il était légèrement déplacé, comme si quelqu'un l'avait touché, ou pire, comme si lui-même voulait se déplacer. Au début, j'ai cru à de simples erreurs de perception, mais plus cela se produisait, plus il devenait évident que quelque chose d'anormal se passait. Une nuit, alors que j'étais en train de lire dans le salon, une brise froide m'a frappé soudainement, me faisant frissonner. C'était un courant d'air étrange, comme si une fenêtre était ouverte, mais tout était fermé. Puis, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Le traîneau, il avait bougé, encore. Mais cette fois, il était presque au bord de l'étagère, comme s'il allait tomber. Je l'ai fixé un moment, le cœur battant, un sentiment de terreur m'envahissant. Je n'osais pas y croire, mais quelque chose me disait que ce n'était pas un hasard. Le traîneau, ce simple objet décoratif, semblait être le centre de tout cela. Quelque chose de plus que de la poussière et des vieilles traditions s'était réveillé avec lui, et il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Une nuit, alors que je cherchais des réponses, l'angoisse me poussa à fouiller plus profondément dans l'histoire du traîneau. Je ne pouvais plus ignorer l'évidence, il y avait quelque chose de malveillant en lui. L'objet, qui semblait innocent au début, commençait à me hanter. Je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai commencé à rechercher des informations. Après plusieurs heures de recherche, je suis tombé sur un article obscur mentionnant un ancien traîneau décoratif qui avait appartenu à une famille disparue dans les années 1930. La famille Lefebvre. Selon le récit, le traîneau avait été l'un des derniers objets à être retrouvé après leur mystérieuse disparition, survenue lors d'un Noël particulièrement froid. La légende disait que la famille, composée des parents et de 2 enfants, avait été retrouvée morte dans leur maison, sans aucune trace d'intrus et sans aucune explication logique. La seule chose étrange, selon les autorités, était le traîneau, qui semblait avoir été transporté à l'intérieur de la maison, bien qu'il n'ait jamais été vu avant ce jour-là. Je suis resté figé devant l'écran, le souffle coupé. Le traîneau que j'avais acheté portait exactement la même forme et les mêmes décorations que celui décrit dans l'histoire. C'était le même. L'article mentionnait également des détails qui ne faisaient qu'empirer la situation. Certains croyaient que l'objet avait été maudit et qu'il ne cessait de hanter les maisons des personnes qui l'achetaient. Il était dit que le traîneau attirait une entité, une sorte de spectre qui ne voulait qu'une chose, être transporté à nouveau dans le monde des vivants. Le pire dans tout cela, c'était que la description du phénomène correspondait exactement à ce que je vivais. Les bruits de grelots, les déplacements inexpliqués, la sensation de froid, et surtout, cette terrifiante impression qu'il m'observait.
Je me suis levé précipitamment de ma chaise, mon cœur battant à tout rompre. Dans l'obscurité de la maison, je pouvais entendre les légers tintements des grelots, comme s'ils étaient tout près. J'ai jeté un coup d'œil au salon, où le traîneau reposait toujours sur l'étagère. Il semblait différent, presque plus sombre, comme s'il avait pris une teinte plus froide, plus sinistre. Une terrible réalisation m'a frappé. Ce n'était pas juste un objet ancien. C'était une porte entre deux mondes, et quelque chose, ou quelqu'un, voulait revenir. Il n'avait pas encore réussi, mais il ne tarderait pas à le faire. Le traîneau, ce simple en fait, était le véhicule d'une présence malfaisante, et il avait commencé à réclamer ce qu'il désirait. À ce moment-là, je savais que le temps était compté. Il fallait que je fasse quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mais quelle serait la solution? Comment arrêter ce qui semblait inarrêtable? La veille de Noël, la maison semblait être plongée dans une atmosphère de plus en plus oppressante. Le vent soufflait fort à l'extérieur, secouant les fenêtres et faisant vibrer les volets. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'une énergie étrange, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Le traîneau était là, sur l'étagère, mais il semblait plus proche, presque menaçant. Ses décorations, autrefois délicates, semblaient plus sombres, comme si elles étaient en train de s'imprégner de l'obscurité qui envahissait la pièce. Depuis plusieurs jours, les manifestations s'étaient intensifiées. Les bruits de grelots étaient incessants, même lorsque la maison était vide. La sensation de froid glacial qui m'enveloppait chaque fois que je m'approchais du salon devenait insupportable. Mais cette nuit-là, quelque chose avait changé. Les bruits étaient plus forts, plus proches, comme si l'objet se rapprochait de moi à chaque minute. J'étais dans la cuisine, préparant un dernier repas avant la soirée, lorsque j'ai entendu un bruit sourd, comme un craquement. Je me suis précipité vers le salon, le cœur battant, et là, je l'ai vu. Le traîneau avait bougé. Pas simplement de quelques centimètres, mais d'un bon mètre. Il était désormais au bord de l'étagère, comme s'il s'apprêtait à tomber. Une vague de terreur m'a envahi. Mais ce n'était que le début. Le froid était insupportable. Mes doigts tremblaient en me dirigeant vers le traîneau, mais lorsque je l'ai effleuré, j'ai eu l'impression que l'objet ne me permettait pas de le toucher. Une force invisible me repoussa. Un souffle glacé m'enveloppa, et alors, je l'ai vu. Une silhouette sombre, indistincte, se tenait juste derrière le traîneau, ses yeux brillants comme des braises. Je n'ai pas pu bouger. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Le traîneau vibrait, un tintement constant de grelots résonnant dans la pièce. La silhouette, qui semblait se fondre avec les ombres, se rapprocha de moi lentement. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais l'impression que ce n'était plus juste un spectre, mais quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus terrifiant. Une entité qui avait attendu ce moment, depuis des décennies, pour enfin traverser la frontière entre les morts et les vivants. Dans un dernier effort désespéré, je me suis précipité vers la cheminée. Sans réfléchir, j'ai attrapé un tisonnier en métal, l'extériorisant dans un mouvement frénétique. Avec tout ce que j'avais, j'ai frappé le traîneau de toutes mes forces. Un cri perça l'air, un son strident, presque humain, qui me fit perdre l'équilibre. Mais ce n'était pas encore assez. La silhouette se rapprochait, plus présente que jamais, une pression sur mon poitrine, une force qui m'étranglait. Je savais alors qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire. Je ne pouvais pas détruire l'objet en une seule frappe. J'ai couru dans la cuisine, attrapé du sel, et en ai jeté une poignée sur le traîneau. J'ai prié, suppliant pour qu'il parte. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai ouvert la porte d'entrée et l'ai jeté dehors, dans la neige qui tombait en épais flocons. Le vent s'est levé d'un seul coup, emportant le traîneau, qui a disparu dans l'obscurité. Le silence est tombé, lourd, puis lentement, l'atmosphère s'est apaisée. Les bruits de grelots cessèrent. Le froid se dissipa. Mais je savais, dans le fond, que cette entité n'était pas vraiment partie. Elle attendrait. Peut-être sous une forme différente, peut-être sous un autre visage. Car, parfois, certains objets ne se contentent pas de revenir. Ils attendent patiemment, pendant des années, pour pouvoir traverser ce seuil. Et il se pourrait que, un jour, quelqu'un d'autre le trouve. Mais pour l'instant, je respirais. Et c'était tout ce qui comptait. Je m'appelle Thomas, et cette année, Noël s'annonce particulièrement difficile. Depuis la mort de ma femme, il y a 2 ans, je fais de mon mieux pour offrir une vie normale à mon fils, Hugo. Mais c'est une tâche presque impossible. Entre les factures qui s'accumulent, les heures interminables au travail et cette solitude oppressante, je sens que je faiblis. Aujourd'hui, le 24 décembre,
Alors que je feuillette distraitement une liste de courses, je réalise soudain que je n'ai toujours pas acheté le cadeau qu'Hugo m'a demandé. Il ne m'en a parlé qu'une fois, mais je sais que ça compte énormément pour lui. Une figurine d'action rare, issue d'un dessin animé qu'il adore. Bien sûr, comme tout parent épuisé et débordé, j'ai repoussé cette tâche à plus tard, et maintenant, il est presque minuit. Je vérifie les boutiques en ligne sur mon téléphone, mais tout est soit épuisé, soit disponible à des prix exorbitants. Un sentiment de panique commence à monter en moi. Comment pourrais-je décevoir Hugo encore une fois? Il mérite tant mieux. Alors, malgré la neige qui tombe lourdement dehors et l'heure tardive, je prends mon manteau et sors dans le froid, décidé à trouver quelque chose. Les rues sont presque désertes. Les vitrines des magasins, décorées avec des guirlandes lumineuses, brillent d'une lumière douce, mais la plupart des portes sont fermées. Je marche sans but précis, espérant un miracle. Et puis, alors que je tourne un coin sombre, mon regard se pose sur une boutique que je n'ai jamais remarquée auparavant. La devanture est étrange. Une enseigne en bois, à moitié effacée, indique simplement curiosité et jouets. Les fenêtres sont remplies d'objets anciens, poussiéreux, mais un faible éclairage à l'intérieur laisse deviner que la boutique est encore ouverte. Une chaleur soudaine d'espoir m'envahit. Peut-être que je trouverai quelque chose ici. Je pousse la porte, et une clochette tinte doucement, brisant le silence glacé de la nuit. L'air à l'intérieur est épais, chargé d'un parfum étrange, un mélange de cire et de vieux papier. Mon cœur bat à toute vitesse, à la fois d'excitation et d'un léger malaise que je ne parviens pas à expliquer. Mais tout ce qui m'importe, c'est Hugo. Je dois lui trouver ce cadeau. À tout prix. En entrant dans la boutique, je suis immédiatement frappé par l'étrangeté des lieux. Les murs sont tapissés d'étagères croulant sous des jouets d'un autre temps. Marionnettes de bois, soldats de plomb, poupées de porcelaine au visage figé dans des expressions inquiétantes. Une lumière jaunâtre vacille, projetant des ombres dansantes sur le sol usé. Je sens un frisson courir le long de ma colonne vertébrale, mais je me force à avancer. Derrière un comptoir de bois verni, un vieil homme surgit presque de nulle part. Il est petit, avec des cheveux blancs épars et des lunettes rondes qui brillent à la lumière des lampes. Son sourire est mince, presque figé, et son regard me scrute avec une intensité qui me met mal à l'aise. « Puis-je vous aider » demande-t-il d'une voix grave et rauque. Je lui explique rapidement ma situation, un père désespéré à la recherche d'un cadeau pour son fils. Le vieil homme écoute attentivement, sans m'interrompre, puis hoche la tête lentement. « Suivez-moi » murmure-t-il. Il me guide à travers les allées étroites, entre des piles de jouets poussiéreux et des objets que je ne reconnais même pas. Finalement, il s'arrête devant une petite vitrine en verre. À l'intérieur, reposant sur un coussin de velours noir, se trouve une figurine. Elle est magnifique, mais étrange. C'est une sorte de marionnette articulée, avec des vêtements d'un rouge vif et des détails minutieux, comme si elle avait été fabriquée à la main. Son visage est peint avec soin, mais ses yeux noirs semblent vivants. Je me surprends à détourner le regard, mal à l'aise sans savoir pourquoi. C'est un objet très rare, dit le vieil homme en ouvrant la vitrine. Un cadeau parfait pour un enfant spécial. Je lui demande le prix, m'attendant à quelque chose de prohibitif, mais à ma grande surprise, il me propose une somme raisonnable, presque dérisoire. Il y a une condition, cependant, ajoute-t-il en me tendant le jouet. Je lève un sourcil, intrigué. Ne laissez jamais ce jouet seul dans le noir. Sa voix a pris une tonalité plus grave, presque solennelle. Je ris nerveusement, pensant qu'il s'agit d'un simple argument pour renforcer le mystère autour de l'objet. Bien sûr, je ferai attention, dis-je, en attrapant la figurine. Le vieil homme me fixe un instant, comme s'il évaluait ma sincérité, puis hoche lentement la tête. Je paie rapidement, remercie le vendeur et quitte la boutique avec le cadeau sous le bras. Dehors, la neige tombe encore plus fort, et un vent glacial siffle dans la nuit. Pourtant, alors que je m'éloigne, je ne peux m'empêcher de jeter un dernier regard en arrière. Les lumières de la boutique vacillent une dernière fois, puis s'éteignent brusquement, comme si elles n'avaient jamais existé. La première réaction d'Hugo en découvrant le jouet est tout simplement magique. Ses yeux s'illuminent d'un éclat que je n'avais pas vu depuis longtemps, et il serre la figurine contre lui avec un sourire radieux. « Merci, papa. C'est exactement celle que je voulais. » Son enthousiasme chasse toutes mes appréhensions. Pendant une grande partie de la journée, Hugo ne quitte pas le jouet. Il le manipule avec soin, le fait marcher, le pose sur une petite étagère dans sa chambre, face à son lit. Voir mon fils aussi heureux me remplit d'une fierté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Mais au fil de l'après-midi, des détails étranges commencent à émerger. À un moment, alors que je passe devant sa chambre, je crois entendre Hugo parler doucement, comme s'il avait une conversation. Intrigué, je jette un œil à l'intérieur. Mon fils est assis sur son lit,
le jouet posé devant lui, et il chuchote quelque chose. « À qui tu parles, mon grand ?» Hugo relève la tête, un peu surpris, puis hausse les épaules. « À personne, papa. Je fais juste comme si. » Je ris, me disant que c'est normal, qu'un enfant parle à ses jouets. Mais quelque chose dans la façon dont il évite mon regard me laisse légèrement troublé. Plus tard, en rangeant le salon, je remarque que la figurine est posée sur la table basse. Je pourrais jurer que Hugo l'avait laissée dans sa chambre. Mais je me dis que j'ai dû me tromper ou que mon fils l'a déplacée sans que je m'en aperçoive. La nuit tombe, et le moment de coucher Hugo arrive. Avant de dormir, il insiste pour que le jouet reste sur son étagère, face à lui. Je cède, même si je trouve cette fixation un peu étrange. Au milieu de la nuit, je suis réveillé par un bruit survenant de la chambre d'Hugo. C'est comme si quelque chose était tombé. Je me lève immédiatement et me dirige vers sa chambre. Quand j'ouvre la porte, la pièce est plongée dans une obscurité presque totale, excepté une faible lueur provenant de la veilleuse. Hugo dort profondément, mais la figurine, elle n'est plus sur l'étagère. Je la retrouve au sol, couchée sur le côté, face à la porte, comme si elle avait essayé de sortir. Je ramasse le jouet en me disant que c'est Hugo qui l'a probablement fait tomber en jouant avant de dormir. Pourtant, un détail me glace le sang, sa position semble intentionnelle. Ses bras et ses jambes sont légèrement pliés, comme si elle avait été placée là, ou pire, comme si elle avait bougé seule. Malgré le malaise qui monte en moi, je repose la figurine sur l'étagère et quitte la chambre, tentant de me convaincre que ce n'est rien. Mais cette nuit-là, je dors mal, hanté par un sentiment d'inquiétude que je ne peux expliquer. Le lendemain matin, je me réveille avec un étrange pressentiment. Hugo semble en pleine forme, mais je remarque qu'il évite de parler de la figurine. Pourtant, elle est toujours sur son étagère, immobile, presque banale dans la lumière du jour. Je me convainc que les événements de la veille ne sont que le fruit de mon imagination. Mais les choses empirent rapidement. Dans l'après-midi, alors que je travaille dans le salon, un bruit sourd me fait sursauter. Je monte les escaliers en courant et découvre que le miroir du couloir, juste à côté de la chambre d'Hugo, est fissuré en plusieurs endroits, comme si quelqu'un l'avait frappé violemment. Hugo, assis sur son lit, semble terrifié. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je, le cœur battant. « Je sais pas, papa, » murmure-t-il, les yeux rivés sur le jouet posé sur l'étagère. Je me tourne vers la figurine. Rien n'a changé, mais quelque chose dans son expression me semble différent. Ses yeux peints, noirs et vides, paraissent plus intenses. Je secoue la tête, refusant de céder à cette pensée absurde. Cette nuit-là, je décide de tester quelque chose. Après avoir couché Hugo, je prends le jouet et le déplace dans une autre pièce, sur une étagère du salon. Je me dis que si Hugo s'attache moins à cet objet, les choses rentreront dans l'ordre. Mais au fond, c'est aussi pour me rassurer moi-même. Aux alentours de 3 heures du matin, je suis réveillé par un bruit étrange. Un grincement, comme si quelque chose glissait sur le sol. Je m'assois dans mon lit, tendant l'oreille. Puis, un bruit sec résonne, suivi de ce qui ressemble à des petits pas rapides dans le couloir. Mon sang se glace. Je me lève, doucement, et ouvre la porte de ma chambre. Le couloir est plongé dans l'obscurité. Pourtant, au bout, près de la porte de la chambre d'Hugo, une ombre se détache. Je plisse les yeux, et mon cœur manque un battement. La silhouette est petite, vaguement humaine, mais elle bouge, d'une manière saccadée, comme une marionnette animée par des fils invisibles. Je m'élance dans le couloir, allumant la lumière, mais il n'y a rien. Juste un silence oppressant et une sensation de froid glacial. Quand je pousse la porte de la chambre d'Hugo, il dort paisiblement. Mais la figurine est là, de retour sur son étagère, parfaitement immobile. Cette fois, je sais que je n'ai pas rêvé. Le jouet n'aurait jamais pu revenir seul depuis le salon. Quelque chose d'anormal se passe. Le lendemain, je tente de détruire la figurine. Je la prends dans le garage, armé d'un marteau, mais chaque coup que je donne semble résonner dans ma tête comme un cri aigu. Le jouet reste intact, comme si le bois qui le compose était indestructible. Et puis, dans un moment d'effroi absolu, je vois ses yeux. Ils bougent. Pas beaucoup, mais juste assez pour que je sache que ce n'est pas une hallucination. Il me regarde, et un sourire grotesque se dessine sur son visage. Je recule, le cœur battant à tout rompre. Le jouet tombe au sol, mais je n'ose plus le toucher. Cette chose n'est pas un simple objet. Elle est vivante, et elle me surveille. Et ce n'est que le début. Cette nuit-là, le cauchemar atteint son paroxysme. Après avoir essayé en vain de me débarrasser de la figurine, l'enterrer, la brûler, la jeter dans la poubelle, je la retrouve inlassablement dans la maison, toujours à l'endroit où Hugo l'avait laissée. Elle me hante.
Je sens sa présence partout, comme si elle m'épiait, tapie dans l'ombre. Vers minuit, un cri perçant déchire le silence. C'est Hugo. Je bondis hors de mon lit et me précipite dans sa chambre. Quand j'ouvre la porte, la scène qui m'attend est gravée à jamais dans ma mémoire. Hugo est recroquevillé dans un coin de la pièce, tremblant de peur. La figurine n'est plus sur son étagère. Elle est au centre de la chambre, debout sur ses jambes fines et tordues, tournée vers mon fils. Ses yeux noirs brillent d'une lueur malsaine, et son sourire agrandi, révélant des dents minuscules mais affûtées. « Papa, elle bouge, elle veut me faire du mal », sanglote Hugo. Mon instinct paternel prend le dessus. Je m'élance vers la figurine pour l'écraser sous mon pied, mais avant que je ne l'atteigne, elle s'élance vers moi. Oui, elle bouge. Ses membres articulés se déplacent avec une fluidité grotesque, presque humaine. Je l'attrape enfin et la jette de toutes mes forces contre le mur. Le choc la désarticule, mais les morceaux continuent de bouger, rampant comme des insectes. Désespéré, je hurle à Hugo de courir se réfugier dans ma chambre. Le reste de la nuit est un combat. Chaque fois que je pense avoir neutralisé la figurine, elle réapparaît, entière, toujours plus agressive. Les lumières de la maison vacillent, comme si une présence maléfique s'en nourrissait. Finalement, à bout de force, une idée me traverse l'esprit, la boutique. Ce jouet est venu de là. Peut-être que c'est aussi là qu'il peut être arrêté. Je sors dans la nuit glaciale, le jouet enfermé dans un sac que je serre contre moi, et je retourne au coin où j'ai découvert la boutique. Mais quand j'y arrive, il n'y a rien. Pas de porte, pas de lumière, seulement un mur vide. Un rire, aigu et désincarné, résonne derrière moi. Je me retourne brusquement, mais il n'y a personne. En ouvrant le sac, je découvre que la figurine a disparu. Quand je rentre à la maison, épuisé, je trouve Hugo endormi dans mon lit. Tout semble calme, mais je sais que ce n'est qu'une illusion. Quelques jours plus tard, alors que je feuillette distraitement un journal, mon cœur s'arrête. Un article mentionne la réouverture d'une vieille boutique de jouets dans une ville voisine, décrite avec des détails qui me sont horriblement familiers. Et sur la photo, en arrière-plan, je vois une silhouette rouge vif, immobile, avec ce sourire sinistre que je ne pourrai jamais oublier. La figurine est toujours là, attendant sa prochaine victime. Nous avions toujours rêvé de nous éloigner de l'agitation de la ville, de ses bruits incessants, de son stress suffocant. Alors, lorsque nous avons trouvé cette petite maison à louer dans un village reculé, nichée entre des collines couvertes de sapins, cela nous a semblé être une bénédiction. Mon partenaire et moi pensions que ce serait l'endroit idéal pour recommencer, pour laisser derrière nous nos échecs et nos déceptions. Dès notre arrivée, un sentiment étrange m'a envahi, mais je l'ai attribué à l'étrangeté de l'endroit. Les rues pavées étaient désertes, comme figées dans le temps. Les volets des maisons semblaient presque toujours fermés, et les rares visages que nous croisions nous regardaient avec une curiosité palpable, mais jamais un sourire. « C'est charmant, non ?» m'a demandé mon partenaire avec enthousiasme, alors que nous déchargions nos cartons. Je me suis forcé à sourire. Oui, c'était charmant, mais il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Quelques jours après notre installation, nous avons commencé à entendre parler d'une tradition locale particulière. La veille de Noël, un chœur d'enfants chantait de maison en maison, apportant une chaleur festive à ce village autrement si silencieux. Une voisine âgée, Madame Laurier, nous en a parlé alors qu'elle nous donnait un panier rempli de pommes et de biscuits faits maison. Vous verrez, c'est la plus belle tradition de notre village. Les enfants viennent toujours chanter à votre porte. Mais, elle s'était interrompue, son regard devenant flou, presque inquiet. Enfin, vous comprendrez? Je n'avais pas relevé sur le moment, mais ces paroles me laissèrent un sentiment de malaise. Je ne savais pas encore que ce Noël allait marquer le début d'un cauchemar que je ne pourrais jamais oublier. Cette nuit-là, la veille de Noël, mon partenaire et moi avions décidé de rester à la maison. La neige tombait doucement, recouvrant le village d'une couche blanche scintillante, et une brise glaciale faisait frémir les fenêtres. À l'intérieur, nous étions bien au chaud, enroulés dans des couvertures sur le canapé, une tasse de chocolat chaud dans les mains. Aux alentours de 21 heures, un bruit léger a attiré mon attention. 3 coups, sourds et réguliers, frappaient à notre porte d'entrée. Je me suis redressé, surprise. C'est sûrement le cœur, a murmuré mon partenaire avec un sourire. Excité à l'idée de voir cette fameuse tradition, je me suis levé et j'ai ouvert la porte. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Devant moi, un groupe d'enfants se tenait immobile dans la neige. Ils étaient une dizaine, peut-être plus, habillés de manteaux épais et d'écharpes. Leurs visages pâles étaient presque inexpressifs, leurs yeux grands ouverts, fixant quelque chose au-delà de moi. Ils ne bougeaient pas, pas un seul d'entre eux.
Joyeux Noël, les enfants, ai-je dit, essayant de briser le silence. Aucun d'eux ne répondit. Mon partenaire, curieux, s'est approché pour voir ce qui se passait. Pourquoi il ne chante pas? A-t-il murmuré. J'ai tenté un sourire nerveux et j'ai répété, plus fort cette fois. Vous voulez entrer? Chanter pour nous? Toujours aucune réponse. Ils restaient là, figés, comme s'ils attendaient quelque chose. Leur regard semblait si vide, presque mort, que j'en avais des frissons. Après quelques secondes interminables, j'ai refermé la porte, les mains tremblantes. Mon partenaire et moi nous sommes regardés sans un mot, mais je pouvais lire la même inquiétude dans ses yeux. Les coups sont revenus. 3, toujours réguliers, mais cette fois plus forts, plus insistants. Je n'ai pas eu le courage d'ouvrir à nouveau. Ils sont restés là pendant ce qui m'a semblé une éternité. Pas de chant, pas de paroles, juste leur présence silencieuse, lourde et oppressante. Puis, sans raison apparente, le bruit de leurs pas s'éloignant a brisé le silence. Cette nuit-là, nous n'avons presque pas dormi. Je savais que quelque chose n'allait pas. Ces enfants, ce n'était pas normal. Quelque chose dans leurs yeux me hantait. Et je sentais, au fond de moi, que ce n'était que le début. Le lendemain matin, nous étions encore troublés par ce qui s'était passé. Le silence des enfants, leur regard fixe, quelque chose n'allait pas. Mon partenaire, toujours rationnel, a essayé de trouver une explication logique. Peut-être que c'est une sorte de tradition locale qu'on ne comprend pas encore, a-t-il proposé en préparant le café. On devrait demander aux voisins. Je n'étais pas convaincu, mais j'ai hoché la tête. Il fallait comprendre. Nous avons commencé par interroger Madame Laurier, notre voisine. Lorsque nous avons mentionné le comportement des enfants, son visage s'est figé. Elle a regardé par-dessus son épaule, comme si elle craignait que quelqu'un l'entende, puis a murmuré. Ce sont eux, n'est-ce pas? Les enfants du cœur. Vous feriez mieux de ne pas poser de questions et de ne pas les déranger. Elle a claqué sa porte avant que nous puissions en savoir plus. Ce comportement étrange ne faisait qu'augmenter notre malaise. Plus tard, nous avons croisé M. Dupont, un vieux monsieur qui promenait son chien près de l'église. Contrairement aux autres, il semblait moins réticent à parler. Après quelques politesses, j'ai abordé le sujet. Hier soir, les enfants sont venus à notre porte, mais ils ne chantaient pas. Ils semblaient étranges. Il a poussé un soupir lourd, le genre de soupir qui précède une histoire qu'on préférerait ne pas raconter. Vous êtes nouveau ici, alors je vais vous expliquer. Il y a longtemps, une petite fille du village voulait rejoindre le chœur. Mais elle était pauvre, et les autres enfants se moquaient d'elle. Lors de la veille de Noël, ils l'ont exclue, la laissant seule sous la neige. Il s'est arrêté, visiblement mal à l'aise, mais j'ai insisté. Et qu'est-il arrivé? Elle est morte cette nuit-là. On l'a retrouvée près de l'église, gelée, les mains serrant une partition de chant de Noël. Depuis ce jour, le chœur a changé. Changé comment? Il a baissé la voix, comme s'il craignait d'être entendu. Ce ne sont pas vraiment les enfants du village qui chantent. Enfin, plus vraiment. Un frisson m'a parcouru. Vous voulez dire quoi? Il a secoué la tête et s'est éloigné, murmurant quelque chose que je n'ai pas compris. Ce soir-là, en repensant à ces paroles, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir un poids invisible dans l'air. Je savais qu'il y avait une vérité sombre que personne ne voulait dévoiler. Et je savais aussi que je ne pourrais pas l'ignorer. Le lendemain, j'ai décidé que nous devions en savoir plus. Les réponses vagues des villageois ne faisaient qu'alimenter nos peurs. Nous devions comprendre ce qui se passait, même si cela signifiait affronter quelque chose de plus terrifiant que ce que nous aurions pu imaginer. Mon partenaire, bien qu'hésitant, a accepté de m'accompagner. Nous avons attendu la tombée de la nuit, armés de lampes de poche, pour nous rendre à l'endroit où M. Dupont avait mentionné que la petite fille était morte. L'église, abandonnée depuis des années, se dressait sur une colline, solennelle et inquiétante. L'air était froid, glacial, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Lorsqu'on est arrivé, la vue de l'église m'a frappé. Il n'y avait rien de rassurant dans ce lieu. Les fenêtres brisées laissaient passer des ombres étranges, et une odeur de moisissure flottait dans l'air. Mon partenaire m'a regardé, incertain. « Tu es sûr qu'on doit faire ça ?» a-t-il demandé. Je n'avais pas de réponse. Mais une étrange force m'attirait vers ce bâtiment, comme si quelque chose, ou quelqu'un, m'appelait. Nous avons poussé la porte, qui s'est ouverte dans un grincement sinistre. À l'intérieur, il faisait sombre, et l'écho de nos pas semblait se perdre dans l'immensité de l'espace désert. Nous avons fouillé la pièce, passant à côté de bancs abandonnés et d'objets oubliés. Au fond de l'église, une vieille étagère supportait des livres poussiéreux et des reliques. Mais ce qui attira notre attention fut un vieux tableau, caché dans l'ombre. Il représentait une scène de Noël, mais quelque chose clochait.
Parmi les enfants du chœur, une silhouette pâle et fantomatique se tenait à l'écart. Le regard vide, presque vide d'âme. C'était la petite fille. Je m'approchai du tableau, mes mains tremblantes. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. La scène semblait différente. Comme si l'enfant, malgré son absence évidente, continuait de regarder. Et c'est là que je l'ai vue, une inscription discrète au bas du tableau, presque effacée. La neige n'a jamais cessé de tomber pour elle. J'ai reculé brusquement, le cœur battant. Ce n'était pas simplement une histoire triste. Il y avait une malédiction là, quelque chose qui dépassait la simple tragédie. La petite fille n'était pas morte, elle était prisonnière. Son esprit, accablé par la haine et la douleur, continuait de hanter ce lieu. Soudain, un cri perça la nuit, un cri lointain et déchirant, suivi d'un bruit lourd, comme des pas. Je me retournai rapidement, mais rien ne bougeait. Pourtant, l'air était devenu plus froid, plus oppressant. Le sol sous mes pieds semblait vibrer légèrement, comme une énergie invisible prête à se déchaîner. Le voile de la vérité commençait à se lever, et je savais que le pire était encore à venir. Nous n'avions pas encore vu toute l'ampleur de la malédiction, mais je le sentais, profondément, nous étions désormais liés à ce secret. La veille de Noël approchait à grands pas, et une angoisse sourde grandissait en moi. Ce que nous avions découvert la nuit précédente à l'église n'était que la surface d'un mystère bien plus sombre. La petite fille, son esprit tourmenté, n'avait pas trouvé le repos. Et elle ne permettait à personne de l'oublier. Les enfants du chœur, ce n'étaient pas eux, pas vraiment. Ils étaient des marionnettes, des ombres sous son contrôle, condamnées à répéter son rituel année après année. Je n'avais aucune illusion sur ce qui se passerait cette nuit-là. Nous étions dans la ligne de mire de cette malédiction. Il était trop tard pour revenir en arrière. La nuit tomba, plus noire et plus glaciale que jamais. Nous nous enfermâmes dans la maison, les rideaux tirés, espérant que l'obscurité extérieure nous protégerait. Mais alors, à 21 heures précises, le bruit des coups à la porte se fit entendre. 3 coups, réguliers, froids. Je me suis tourné vers mon partenaire, qui semblait figé, le visage pâle. « On doit y aller », ai-je murmuré, bien que je savais que c'était une erreur. Il n'y avait plus de retour possible. Quand j'ai ouvert la porte, mon cœur s'est arrêté. Cette fois, il n'y avait pas seulement les enfants. Au centre du groupe, une silhouette se détachait des autres. Une petite fille aux yeux vides, fixant le vide comme une marionnette sans âme. Elle n'était pas vivante, pas morte non plus. Elle était quelque part entre les deux, perdue dans une souffrance infinie. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que c'était elle. Elle m'a regardé, et dans ses yeux j'ai vu la promesse de l'horreur qui m'attendait. Puis, tout comme la veille, les enfants ne dirent rien. Pas un mot. Aucun chant. Juste la présence glacée de cette petite âme tourmentée. Dans un élan de désespoir, j'ai essayé de refermer la porte, mais la petite fille fit un mouvement rapide et m'empêcha de la clore. Un frisson intense me traversa. Elle avait quelque chose à dire, quelque chose qu'elle attendait. Soudain, la porte s'est ouverte d'elle-même, comme une force invisible la poussait. Les enfants se mirent à avancer, d'un pas lourd et robotique. Ils entraient, malgré mes protestations. Je n'avais plus de contrôle. Ils étaient là, dans notre salon, comme une armée de spectres venus chercher ce qui leur appartenait. Puis la petite fille s'avança, lentement, fixant son regard sur moi. Elle leva une main tremblante, et une voix douce, presque inaudible, s'échappa de ses lèvres. « Tu ne peux pas m'arrêter » Un froid glacial envahit la pièce, et tout sembla se figer. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté, que même l'air devenait épais, comme s'il se solidifiait autour de nous. Les enfants, les yeux vides, se tenaient autour de nous, leurs regards vides se posant sur chaque recoin de la maison. C'était la fin. Je le savais. Le dernier souvenir que j'ai, avant de sombrer dans l'obscurité, est celui de son regard, lourd de douleur et de colère, qui s'imprégnait dans chaque fibre de mon être. Quand je suis revenu à moi, il n'y avait plus de village. Il n'y avait plus de maison. Tout était noyé dans la neige. Et là, à travers la brume, j'ai vu, tout autour de moi, les enfants, encore et encore, sans fin, comme des ombres qui se multiplient. Le cycle recommence chaque année. Et nous sommes condamnés à faire partie de cette malédiction, sans fin, jusqu'à ce que l'esprit de la petite fille trouve enfin le repos. Mais je sais que ce jour-là ne viendra jamais. Nous avions toujours rêvé de nous éloigner de l'agitation de la ville, de ses bruits incessants, de son stress suffocant. Alors, lorsque nous avons trouvé cette petite maison à louer dans un village reculé, niché entre des collines couvertes de sapins, cela nous a semblé être une bénédiction. Mon partenaire et moi pensions que ce serait l'endroit idéal pour recommencer, pour laisser derrière nous nos échecs et nos déceptions. Dès notre arrivée,
un sentiment étrange m'a envahi, mais je l'ai attribué à l'étrangeté de l'endroit. Les rues pavées étaient désertes, comme figées dans le temps. Les volets des maisons semblaient presque toujours fermés, et les rares visages que nous croisions nous regardaient avec une curiosité palpable, mais jamais un sourire. C'est charmant, non? M'a demandé mon partenaire avec enthousiasme, alors que nous déchargions nos cartons. Je me suis forcé à sourire. Oui, c'était charmant, mais il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Quelques jours après notre installation, nous avons commencé à entendre parler d'une tradition locale particulière. La veille de Noël, un chœur d'enfants chantait de maison en maison, apportant une chaleur festive à ce village autrement si silencieux. Une voisine âgée, Madame Laurier, nous en a parlé alors qu'elle nous donnait un panier rempli de pommes et de biscuits faits maison. Vous verrez, c'est la plus belle tradition de notre village. Les enfants viennent toujours chanter à votre porte. Mais, elle s'était interrompue, son regard devenant flou, presque inquiet. Enfin, vous comprendrez? Je n'avais pas relevé sur le moment, mais ces paroles me laissèrent un sentiment de malaise. Je ne savais pas encore que ce Noël allait marquer le début d'un cauchemar que je ne pourrais jamais oublier. Cette nuit-là, la veille de Noël, mon partenaire et moi avions décidé de rester à la maison. La neige tombait doucement, recouvrant le village d'une couche blanche scintillante, et une brise glaciale faisait frémir les fenêtres. À l'intérieur, nous étions bien au chaud, enroulés dans des couvertures sur le canapé, une tasse de chocolat chaud dans les mains. Aux alentours de 21 heures, un bruit léger a attiré mon attention. 3 coups, sourds et réguliers, frappaient à notre porte d'entrée. Je me suis redressé, surprise. C'est sûrement le cœur, a murmuré mon partenaire avec un sourire. Excité à l'idée de voir cette fameuse tradition, je me suis levé et j'ai ouvert la porte. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Devant moi, un groupe d'enfants se tenait immobile dans la neige. Ils étaient une dizaine, peut-être plus, habillés de manteaux épais et d'écharpes. Leurs visages pâles étaient presque inexpressifs, leurs yeux grands ouverts, fixant quelque chose au-delà de moi. Ils ne bougeaient pas un seul d'entre eux. Joyeux Noël, les enfants, ai-je dit, essayant de briser le silence. Aucun d'eux ne répondit. Mon partenaire, curieux, s'est approché pour voir ce qui se passait. Pourquoi ils ne chantent pas? A-t-il murmuré. J'ai tenté un sourire nerveux et j'ai répété, plus fort cette fois. Vous voulez entrer? Chanter pour nous? Toujours aucune réponse. Ils restaient là, figés, comme s'ils attendaient quelque chose. Leur regard semblait si vide, presque mort, que j'en avais des frissons. Après quelques secondes interminables, j'ai refermé la porte, les mains tremblantes. Mon partenaire et moi nous sommes regardés sans un mot, mais je pouvais lire la même inquiétude dans ses yeux. Les coups sont revenus. 3, toujours réguliers, mais cette fois plus forts, plus insistants. Je n'ai pas eu le courage d'ouvrir à nouveau. Ils sont restés là pendant ce qui m'a semblé une éternité. Pas de chant, pas de paroles, juste leur présence silencieuse, lourde et oppressante. Puis, sans raison apparente, le bruit de leurs pas s'éloignant a brisé le silence. Cette nuit-là, nous n'avons presque pas dormi. Je savais que quelque chose n'allait pas. Ces enfants, ce n'était pas normal. Quelque chose dans leurs yeux me hantait. Et je sentais, au fond de moi, que ce n'était que le début. Le lendemain matin, nous étions encore troublés par ce qui s'était passé. Le silence des enfants, leur regard fixe, quelque chose n'allait pas. Mon partenaire, toujours rationnel, a essayé de trouver une explication logique. Peut-être que c'est une sorte de tradition locale qu'on ne comprend pas encore, a-t-il proposé en préparant le café. On devrait demander aux voisins. Je n'étais pas convaincu, mais j'ai hoché la tête. Il fallait comprendre. Nous avons commencé par interroger Madame Laurier, notre voisine. Lorsque nous avons mentionné le comportement des enfants, son visage s'est figé. Elle a regardé par-dessus son épaule, comme si elle craignait que quelqu'un l'entende, puis a murmuré. Ce sont eux, n'est-ce pas? Les enfants du cœur. Vous feriez mieux de ne pas poser de questions et de ne pas les déranger. Elle a claqué sa porte avant que nous puissions en savoir plus. Ce comportement étrange ne faisait qu'augmenter notre malaise. Plus tard, nous avons croisé Monsieur Dupont, un vieux monsieur qui promenait son chien près de l'église. Contrairement aux autres, il semblait moins réticent à parler. Après quelques politesses, j'ai abordé le sujet. Hier soir, les enfants sont venus à notre porte, mais ils ne chantaient pas. Ils semblaient étranges. Il a poussé un soupir lourd, le genre de soupir qui précède une histoire qu'on préférerait ne pas raconter. Vous êtes nouveau ici, alors je vais vous expliquer. Il y a longtemps, une petite fille du village voulait rejoindre le chœur. Mais elle était pauvre, et les autres enfants se moquaient d'elle. Lors de la veille de Noël, ils l'ont exclue, la laissant seule sous la neige. Il s'est arrêté, visiblement mal à l'aise, mais j'ai insisté.
Et qu'est-il arrivé? Elle est morte cette nuit-là. On l'a retrouvée près de l'église, gelée, les mains serrant une partition de chant de Noël. Depuis ce jour, le cœur a changé. Changé comment? Il a baissé la voix, comme s'il craignait d'être entendu. Ce ne sont pas vraiment les enfants du village qui chantent. Enfin, plus vraiment. Un frisson m'a parcouru. Vous voulez dire quoi? Il a secoué la tête et s'est éloigné, murmurant quelque chose que je n'ai pas compris. Ce soir-là, en repensant à ces paroles, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir un poids invisible dans l'air. Je savais qu'il y avait une vérité sombre que personne ne voulait dévoiler. Et je savais aussi que je ne pourrais pas l'ignorer. Le lendemain, j'ai décidé que nous devions en savoir plus. Les réponses vagues des villageois ne faisaient qu'alimenter nos peurs. Nous devions comprendre ce qui se passait, même si cela signifiait affronter quelque chose de plus terrifiant que ce que nous aurions pu imaginer. Mon partenaire, bien qu'hésitant, a accepté de m'accompagner. Nous avons attendu la tombée de la nuit, armés de lampes de poche, pour nous rendre à l'endroit où M. Dupont avait mentionné que la petite fille était morte. L'église, abandonnée depuis des années, se dressait sur une colline, solennelle et inquiétante. L'air était froid, glacial, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Lorsqu'on est arrivé, la vue de l'église m'a frappé. Il n'y avait rien de rassurant dans ce lieu. Les fenêtres brisées laissaient passer des ombres étranges, et une odeur de moisissure flottait dans l'air. Mon partenaire m'a regardé, incertain. « Tu es sûr qu'on doit faire ça ?» a-t-il demandé. Je n'avais pas de réponse. Mais une étrange force m'attirait vers ce bâtiment, comme si quelque chose, ou quelqu'un, m'appelait. Nous avons poussé la porte, qui s'est ouverte dans un grincement sinistre. À l'intérieur, il faisait sombre, et l'écho de nos pas semblait se perdre dans l'immensité de l'espace désert. Nous avons fouillé la pièce, passant à côté de bancs abandonnés et d'objets oubliés. Au fond de l'église, une vieille étagère supportait des livres poussiéreux et des reliques. Mais ce qui attira notre attention fut un vieux tableau, caché dans l'ombre. Il représentait une scène de Noël, mais quelque chose clochait. Parmi les enfants du chœur, une silhouette pâle et fantomatique se tenait à l'écart. Le regard vide, presque vide d'âme. C'était la petite fille. Je m'approchai du tableau, mes mains tremblantes. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. La scène semblait différente. Comme si l'enfant, malgré son absence évidente, continuait de regarder. Et c'est là que je l'ai vue, une inscription discrète au bas du tableau, presque effacée. La neige n'a jamais cessé de tomber pour elle. J'ai reculé brusquement, le cœur battant. Ce n'était pas simplement une histoire triste. Il y avait une malédiction là, quelque chose qui dépassait la simple tragédie. La petite fille n'était pas morte, elle était prisonnière. Son esprit, accablé par la haine et la douleur, continuait de hanter ce lieu. Soudain, un cri perça la nuit, un cri lointain et déchirant, suivi d'un bruit lourd, comme des pas. Je me retournai rapidement, mais rien ne bougeait. Pourtant, l'air était devenu plus froid, plus oppressant. Le sol sous mes pieds semblait vibrer légèrement, comme une énergie invisible prête à se déchaîner. Le voile de la vérité commençait à se lever, et je savais que le pire était encore à venir. Nous n'avions pas encore vu toute l'ampleur de la malédiction, mais je le sentais, profondément. Nous étions désormais liés à ce secret. La veille de Noël approchait à grands pas, et une angoisse sourde grandissait en moi. Ce que nous avions découvert la nuit précédente à l'église n'était que la surface d'un mystère bien plus sombre. La petite fille, son esprit tourmenté, n'avait pas trouvé le repos. Et elle ne permettait à personne de l'oublier. Les enfants du chœur, ce n'étaient pas eux, pas vraiment. Ils étaient des marionnettes, des ombres sous son contrôle, condamnées à répéter son rituel année après année. Je n'avais aucune illusion sur ce qui se passerait cette nuit-là. Nous étions dans la ligne de mire de cette malédiction. Il était trop tard pour revenir en arrière. La nuit tomba, plus noire et plus glaciale que jamais. Nous nous enfermâmes dans la maison, les rideaux tirés, espérant que l'obscurité extérieure nous protégerait. Mais alors, à 21 heures précises, le bruit des coups à la porte se fit entendre. 3 coups, réguliers, froids. Je me suis tourné vers mon partenaire, qui semblait figé, le visage pâle. « On doit y aller », ai-je murmuré, bien que je savais que c'était une erreur. Il n'y avait plus de retour possible. Quand j'ai ouvert la porte, mon cœur s'est arrêté. Cette fois, il n'y avait pas seulement les enfants. Au centre du groupe, une silhouette se détachait des autres. Une petite fille aux yeux vides, fixant le vide comme une marionnette sans âme. Elle n'était pas vivante, pas morte non plus. Elle était quelque part entre les deux, perdue dans une souffrance infinie. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que c'était elle. Elle m'a regardé, et dans ses yeux j'ai vu la promesse de l'horreur qui m'attendait. Puis, tout comme la veille, les enfants ne dirent rien.
Pas un mot. Aucun chant. Juste la présence glacée de cette petite âme tourmentée. Dans un élan de désespoir, j'ai essayé de refermer la porte, mais la petite fille fit un mouvement rapide et m'empêcha de la clore. Un frisson intense me traversa. Elle avait quelque chose à dire, quelque chose qu'elle attendait. Soudain, la porte s'est ouverte d'elle-même, comme une force invisible la poussait. Les enfants se mirent à avancer, d'un pas lourd et robotique. Ils entraient, malgré mes protestations. Je n'avais plus de contrôle. Ils étaient là, dans notre salon, comme une armée de spectres venus chercher ce qui leur appartenait. Puis la petite fille s'avança, lentement, fixant son regard sur moi. Elle leva une main tremblante, et une voix douce, presque inaudible, s'échappa de ses lèvres. « Tu ne peux pas m'arrêter ?» Un froid glacial envahit la pièce, et tout sembla se figer. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté, que même l'air devenait épais, comme s'il se solidifiait autour de nous. Les enfants, les yeux vides, se tenaient autour de nous, leur regard vide se posant sur chaque recoin de la maison. C'était la fin. Je le savais. Le dernier souvenir que j'ai, avant de sombrer dans l'obscurité, est celui de son regard, lourd de douleur et de colère, qui s'imprégnait dans chaque fibre de mon être. Quand je suis revenu à moi, il n'y avait plus de village. Il n'y avait plus de maison. Tout était noyé dans la neige. Et là, à travers la brume, j'ai vu, tout autour de moi, les enfants, encore et encore, sans fin, comme des ombres qui se multiplient. Le cycle recommence chaque année. Et nous sommes condamnés à faire partie de cette malédiction, sans fin, jusqu'à ce que l'esprit de la petite fille trouve enfin le repos. Mais je sais que ce jour-là ne viendra jamais. Il y avait une tempête de neige d'une intensité rare ce soir-là, la veille de Noël. Tout était silencieux dehors, comme si le monde entier s'était figé sous l'épaisse couche de neige. À l'intérieur de notre maison, nous étions au chaud, entourés des lumières scintillantes du sapin. Mon père, comme à son habitude, s'était levé tôt pour déblayer un peu l'entrée. Quand il est revenu, son visage portait une expression étrange. Il a demandé à ma mère, « Qui a fait ça? »« Fait quoi ?» a-t-elle répondu en haussant les sourcils. Il a ouvert la porte, et là, nous l'avons vu. Un énorme bonhomme de neige se tenait au milieu de notre jardin. Il mesurait bien 2 mètres de haut, peut-être plus. Ses bras semblaient être faits de branches épaisses et tordues, et sa bouche formait un sourire tordu, presque moqueur. Mais ce qui m'a frappé, ce sont ses yeux, 2 cavités profondes, comme des orbites vides. « C'est toi, Marie ?» m'a demandé ma mère, pensant que j'avais voulu faire une surprise. « Non, maman. » Et puis, avec cette neige, je n'aurais jamais pu construire un truc pareil toute seule. Mon père a inspecté le portail, il était fermé et il n'y avait aucune trace de pas autour du bonhomme de neige. Seulement les nôtres, celles que nous venions de faire. « Alors qui ?» murmura-t-il, presque pour lui-même. Nous avons essayé de rationaliser. Peut-être un voisin, une blague de quelqu'un dans le quartier, mais avec une tempête pareille, qui prendrait la peine de venir jusque-là pour laisser un bonhomme de neige? Cette question m'est restée en tête toute la journée. Mais mes parents ont décidé de ne pas en faire grand cas. Après tout, ce n'était qu'un bonhomme de neige. Pourtant, dès que je posais les yeux sur lui, j'avais l'impression qu'il me regardait en retour. La nuit est tombée tôt, comme c'est souvent le cas en hiver. Nous étions tous réunis autour de la table pour le dîner de Noël. Les bougies étaient allumées, et les guirlandes du sapin clignotaient doucement, mais malgré la chaleur réconfortante de notre maison, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil vers la fenêtre du salon. Le bonhomme de neige était toujours là, immobile dans l'obscurité du jardin. Pourtant, quelque chose me dérangeait. Je ne pouvais pas dire quoi exactement, mais il me semblait différent. Plus proche, peut-être? Non, c'était impossible. Mon père, assis au bout de la table, avait remarqué mon regard inquiet. « Arrête de fixer ce truc, Marie. Ce n'est qu'un bonhomme de neige. » J'ai hoché la tête, mais mon malaise ne disparaissait pas. Pendant que ma mère débarrassait les assiettes, un bruit sourd s'est fait entendre. Comme un pas lourd, étouffé par la neige. Tout le monde s'est figé. « Tu as entendu ça ?» ai-je murmuré. « Ce n'est rien, la neige qui tombe du toit, » a répondu mon père, mais son ton manquait d'assurance. Il a jeté un coup d'œil à la fenêtre et s'est figé. J'ai suivi son regard. Le bonhomme de neige n'était plus au même endroit. « Ce n'est pas possible, » a-t-il chuchoté, se levant brusquement pour vérifier dehors. Il a ouvert la porte d'entrée, laissant entrer un vent glacial. Moi et ma mère avons couru derrière lui. Dehors, il faisait si noir que l'on ne distinguait presque rien, mais le bonhomme de neige. Il était clairement plus proche, comme s'il s'était avancé de quelques mètres vers la maison. Le vent, a suggéré ma mère, sans conviction. Un bonhomme de neige ne bouge pas tout seul,
a répondu mon père d'une voix tendue. Cette nuit-là, nous avons tout verrouillé. Portes, fenêtres, même les rideaux. Mais cela n'a pas empêché les bruits de revenir, réguliers, presque rythmés. Des pas, ou quelque chose qui se traînait lentement autour de la maison. Je me suis réfugié sous mes couvertures, priant pour que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Le lendemain matin, la maison était étrangement calme. Trop calme. Je me suis réveillé avec une boule au ventre, le souvenir des bruits nocturnes encore vifs dans ma tête. En descendant les escaliers, j'ai remarqué que mon père n'était pas là. Sa chaise à la table du petit-déjeuner était vide. « Où est papa ?» ai-je demandé à ma mère, qui était en train de préparer du café, l'air préoccupé. Il est sorti tôt pour vérifier le générateur, je pense. Avec cette tempête, il voulait s'assurer qu'on ne manque pas d'électricité. Mais 1 heure passa, puis 2. Mon père ne revenait pas. Ma mère commençait à s'inquiéter. Elle a décidé de sortir pour le chercher malgré le froid glacial. Avant de partir, elle m'a dit de rester à l'intérieur avec mon frère. J'ai obéi, mais le silence pesant de la maison devenait insupportable. Quand elle est revenue, son visage était livide. Elle n'avait pas trouvé mon père, seulement des empreintes dans la neige. Elles allaient jusqu'au bonhomme de neige. Et s'arrêtaient là. Il doit être allé plus loin, a-t-elle murmuré, mais sa voix tremblait. Ensemble, nous sommes sortis pour examiner les traces. Le bonhomme de neige, lui, semblait encore plus grand, comme s'il avait absorbé quelque chose pendant la nuit. Ses branches, qui formaient ses bras, paraissaient plus épaisses et tordues. Et il y avait une autre chose étrange. Une écharpe rouge était nouée autour de son cou. La même écharpe que mon père portait la veille. C'est impossible, c'est un hasard, s'est exclamée ma mère, mais son ton trahissait sa peur. Cette nuit-là, nous avons barricadé toutes les fenêtres et laissé les lumières allumées. Mais ça n'a pas suffi. Peu après minuit, un bruit sourd a résonné contre la porte arrière. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, essayait d'entrer. Mon frère s'est levé pour aller voir, malgré mes protestations. Quand je l'ai suivi, il était déjà devant la porte, la main sur la poignée. « Ne fais pas ça !» ai-je supplié, mais il ne m'a pas écouté. Il a entrouvert la porte, et tout s'est passé très vite. Une rafale de vent glacé a balayé la pièce, les lumières ont vacillé, et quand j'ai crié pour appeler mon frère, il avait disparu. La porte battait contre le mur, grande ouverte, et dehors, dans l'obscurité, le bonhomme de neige se tenait là, encore plus proche. Et il me semblait qu'il me regardait. Cette nuit-là, je suis resté seul avec ma mère. Nous étions assises dans le salon, terrifiés, le moindre bruit nous faisant sursauter. Mon frère et mon père avaient disparu, et nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. Tout ce que nous savions, c'est que le bonhomme de neige semblait être au centre de tout cela. Il était maintenant juste devant la fenêtre du salon. Immense, ses yeux, vides semblaient fixer la maison, et ses bras tordus pointaient vers nous. Il semblait presque vivant. « On doit partir » murmura ma mère, sa voix brisée par la peur. Nous avons rassemblé nos affaires en vitesse, décidant d'affronter la tempête pour atteindre la voiture garée à quelques mètres de la maison. Mais en ouvrant la porte d'entrée, nous nous sommes arrêtés net. Le bonhomme de neige n'était plus devant la fenêtre. Il était là, juste sur le seuil, si proche que je pouvais presque sentir l'air glacial qui émanait de lui. Ma mère a crié et refermé la porte d'un coup, verrouillant la serrure à double tour. « Il bouge vraiment » a-t-elle balbutié, les larmes aux yeux. Nous sommes montés à l'étage, espérant être plus en sécurité. Mais alors que nous nous enfermions dans ma chambre, un bruit sourd a retenti. Des pas lourds dans les escaliers, comme si quelqu'un ou quelque chose montait. « Ce n'est pas possible » ai-je chuchoté, le cœur battant à tout rompre. Ma mère a attrapé une lampe de chevet et s'est postée devant la porte, prête à se défendre. Les pas se sont arrêtés juste devant. Puis, un grincement lent, la poignée de la porte tournait. « Ne bouge pas » m'a-t-elle ordonné. Quand la porte s'est ouverte, tout ce que j'ai vu, c'était une ombre immense. Et soudain, la lumière s'est éteinte. Dans l'obscurité, j'ai entendu ma mère crier, puis plus rien. Quand les lumières sont revenues, j'étais seul. La porte était grande ouverte, et dehors, le bonhomme de neige se tenait au pied de la maison, plus massif que jamais. Ses bras semblaient levés, comme s'il célébrait quelque chose. Je n'avais plus personne, plus aucun endroit où fuir. Et je savais que j'étais la prochaine. La maison était plongée dans un silence oppressant. J'étais seul, enfermé dans ma chambre, mais je savais que cela ne servirait à rien. Le bonhomme de neige était là, quelque part, et il m'attendait. Chaque fibre de mon être me hurlait de ne pas bouger, de rester caché, mais une part de moi savait que c'était inutile. Je me suis approché de la fenêtre, tremblante,
et j'ai écarté légèrement le rideau. Il était là, plus grand que jamais, il semblait presque toucher le toit. Ses yeux vides semblaient brûler d'une vie sinistre, et son sourire tordu m'a glacé jusqu'à l'os. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je murmuré, comme si j'attendais une réponse. Et c'est alors que je l'ai vu bouger. Lentement, il a levé un bras tordu pour pointer du doigt ma fenêtre. Mon sang s'est glacé. Je savais que je ne pouvais plus rester ici. Rassemblant tout mon courage, j'ai attrapé un manteau et me suis précipité hors de ma chambre. La maison était sombre, et chaque couloir semblait plus long et plus étroit que d'habitude. Les murs semblaient se refermer sur moi. J'ai atteint la porte d'entrée et l'ai ouverte à la volée. Le vent glacé m'a frappé de plein fouet, mais je n'avais pas le temps de réfléchir. Je devais fuir. Je me suis précipité dans la neige, mes pieds glissant à chaque pas. Mais je n'ai pas fait plus de quelques mètres avant de m'arrêter net. Le bonhomme de neige n'était plus dans le jardin. Il était juste devant moi. Immense, imposant, ses bras s'étendaient comme s'il voulait m'engloutir. J'ai reculé, trébuchant dans la neige, incapable de détourner les yeux. C'est alors que j'ai compris. Ce n'était pas un simple bonhomme de neige. C'était quelque chose d'ancien, de malveillant, qui se nourrissait de peur et de solitude. Il avait déjà pris ma famille, et maintenant, il voulait moi. Mes jambes ne répondaient plus. Je ne pouvais ni crier, ni bouger. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder, paralysé, alors que le bonhomme de neige avançait lentement vers moi. La dernière chose que j'ai vue, avant que tout ne devienne noir, ce fut son sourire. Large, tordu et terrifiant. Depuis, je ne sais pas ce qu'il est advenu de moi. Peut-être suis-je encore là, quelque part dans la neige, piégé à jamais. Ou peut-être suis-je devenu une partie de lui, ajouté à cette masse glaciale qui attend sa prochaine victime. Je m'étais porté volontaire pour jouer le rôle de Père Noël à la fête communautaire cette année. Une idée simple, innocente. Tout ce que j'avais à faire, c'était enfiler le costume, distribuer quelques cadeaux et faire sourire les enfants. Mais la neige était tombée plus tôt que prévu, et avec elle, un vent glacé qui rendait les routes presque invisibles. Je me suis perdu. Le GPS de mon téléphone ne fonctionnait pas correctement, probablement à cause de la tempête qui s'intensifiait. Les directions que l'on m'avait données n'étaient pas claires non plus. Je roulais lentement, scrutant les maisons à travers la vitre embuée. Après plusieurs minutes, j'ai vu une lumière vaciller à travers les arbres. Une maison, isolée mais chaleureuse, semblait m'inviter. « Ça doit être là » ai-je murmuré pour moi-même, garé en bord de route. Je me suis saisi du grand sac rempli de cadeaux et j'ai avancé à travers la neige, mes bottes s'enfonçant à chaque pas. Quand j'ai atteint la porte, j'ai hésité. Pas de son de fête, pas de rire, rien. Juste ce silence étrange, entrecoupé par le grincement des branches sous le poids de la neige. Mais la lumière à l'intérieur brillait encore, alors j'ai frappé. Une fois, deux fois, rien. Je ne pouvais pas rester dehors plus longtemps, le froid devenait insupportable. Je me suis permis d'ouvrir la porte, qui n'était pas verrouillée. « Bonjour, il y a quelqu'un » Ma voix résonnait étrangement, comme si les murs eux-mêmes l'absorbaient. L'intérieur semblait prêt pour Noël, une grande cheminée, une table décorée, et un sapin orné de guirlandes scintillantes. Pourtant, il y avait quelque chose qui clochait. L'air avait une odeur particulière, comme un mélange de poussière et de cire fondue. Mais à cet instant, je ne pensais qu'à une chose, avoir enfin trouvé le bon endroit. J'avais tort. Dès que j'ai franchi le seuil, une étrange sensation m'a envahi, comme si l'air était plus lourd à l'intérieur. Pourtant, tout semblait si accueillant, au premier coup d'œil. Le sapin de Noël trônait fièrement dans le coin du salon, ses guirlandes clignotant à un rythme irrégulier, presque hypnotique. Une douce mélodie de Noël jouait en boucle, mais avec un grésillement qui la rendait vaguement dérangeante. J'ai posé le sac de cadeaux à côté de la porte et me suis aventuré un peu plus loin dans la pièce. « Il y a quelqu'un » ai-je appelé à nouveau. Toujours aucune réponse. Mais alors que je m'avançais, j'ai eu l'impression d'entendre un bruit léger, comme un froissement de tissu ou des pas feutrés venant d'une autre pièce. La décoration de la maison était presque trop parfaite. Des chaussettes accrochées à la cheminée, des bougies rouges alignées sur la table, et des jouets soigneusement disposés sous le sapin. Pourtant, il y avait des détails qui n'allaient pas. Les bougies semblaient neuves mais fondaient à une vitesse anormale, coulant une cire rouge sombre comme du sang. Les jouets, eux, étaient ébréchés, cassés, ou recouverts d'une fine couche de poussière, comme s'ils n'avaient pas été touchés depuis des années. Puis, je l'ai entendu. Un rire, clair et cristallin, comme celui d'un enfant, venant de l'étage. J'ai levé les yeux, scrutant le plafond. « Petit, tu es là-haut » ai-je dit, espérant que ce soit simplement un enfant qui jouait à se cacher.
Mais ma voix semblait se perdre, engloutie par le silence de la maison. Alors, un léger courant d'air a fait vaciller les guirlandes lumineuses, et j'ai eu un frisson qui n'était pas dû au froid. Ce n'était plus seulement une maison où je m'étais trompé d'adresse. Quelque chose d'invisible me regardait, j'en étais certain. Je me suis avancé dans le couloir, déterminé à trouver la source de ce rire. Chaque pas résonnait de manière étrangement amplifiée, comme si les murs eux-mêmes renvoyaient l'écho. Les décorations continuaient à être omniprésentes, des guirlandes accrochées le long des murs, des cadres avec des photos de familles inconnues fêtant Noël. Mais quelque chose n'allait pas avec ces images. En m'approchant d'un cadre, j'ai remarqué que les visages étaient flous, presque effacés, comme si le temps ou quelque chose d'autre les avait délibérément altérés. Dans un autre cadre, les yeux des personnes semblaient m'observer, malgré l'immobilité de la photo. Un frisson glacé a parcouru mon dos. Au bout du couloir, plusieurs portes étaient alignées. Toutes portaient des guirlandes, mais chaque porte semblait vivante. Les poignées vibraient doucement, et un faible murmure semblait émaner de derrière chacune d'elles. J'ai tendu la main vers la première porte, hésitant, mais à peine avais-je effleuré la poignée qu'un courant glacial m'a traversé. C'est alors que j'ai entendu des voix, des chuchotements pressants, indistincts mais insupportablement proches. Elles se mêlaient, se chevauchaient, comme une cacophonie qui résonnait directement dans mon esprit. J'ai reculé, mon souffle s'accélérant. En me retournant, j'ai vu quelque chose bouger dans l'ombre, près du sapin. Une silhouette floue, comme un enfant, mais bien trop grand pour en être un. Elle m'observait, immobile, silencieuse. Quand j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas seul, et que cette maison ne voulait pas seulement me retenir, mais me transformer en une partie d'elle-même. Je me suis précipité vers la porte d'entrée, mon cœur battant la chamade. Chaque fibre de mon être criait de fuir, de quitter cet endroit étrange et oppressant. Mais, dès que j'ai tenté d'ouvrir la porte, une sensation indescriptible m'a envahi. La poignée ne bougeait pas. Elle était gelée, comme si la porte elle-même refusait de se laisser ouvrir. J'ai insisté, essayant de la tourner avec toute ma force, mais elle restait fermée. Je me suis reculé, mon esprit cherchant frénétiquement une solution. Peut-être qu'il y avait une autre issue, peut-être que cette maison avait une porte arrière. Je me suis précipité dans le couloir, l'angoisse me rongeant à chaque pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi cette maison semblait-elle me retenir comme une araignée sa proie, dans sa toile? J'ai trouvé une autre porte, une porte en bois sombre, recouverte de poussière. C'était une porte de derrière, je le sentais. La poignée tourna sans résistance, et j'ai poussé la porte avec un soupir de soulagement. Mais je n'étais pas dehors. Je me retrouvais encore dans la même pièce. Le même sapin, les mêmes guirlandes, mais tout semblait plus proche, plus oppressant. Les murs étaient maintenant plus serrés autour de moi. Je me suis tourné, cherchant désespérément une autre issue. Chaque porte, chaque fenêtre, semblait mener à la même pièce. Un cri étranglé monta dans ma gorge, mais il se perdit dans l'air épais et figé de la maison. Les voix, maintenant plus distinctes, chuchotaient des mots qui me glaçaient le sang. « Tu es ici pour toujours. Le Noël ne finit jamais ici. » Les figures qui se cachaient dans l'ombre s'étaient rapprochées, devenant plus claires, plus définies. Des enfants aux yeux sans vie, des adultes figés dans des sourires déformés, tous me fixaient, comme si j'étais un intrus dans leur monde éternel. J'ai tenté une dernière fois d'ouvrir une fenêtre, espérant m'échapper par là. Mais dès que j'ai posé mes mains sur le verre, celui-ci s'est fissuré sous mes doigts, comme un miroir brisé. Et derrière la vitre, une silhouette était là, me regardant intensément, un sourire figé sur son visage pâle. C'était moi. Le Noël éternel m'avait englouti. Les heures se sont étendues en une éternité. Le temps semblait se dilater, se fragmenter en éclats impossibles à saisir. Je n'avais plus aucune notion de l'heure, ni de la date. Tout ce que je savais, c'est que j'étais prisonnier. Prisonnier d'un endroit où le temps s'était figé, où le monde extérieur n'existait plus. La maison, cet endroit sinistre, était devenu ma réalité. Les jours, ou ce qui semblait être des jours, défilaient sans fin. Je me suis retrouvé à errer dans les mêmes pièces, les mêmes couloirs, sans pouvoir en sortir. La porte d'entrée restait toujours aussi fermée, et chaque tentative d'évasion me ramenait systématiquement à la salle du sapin, comme si je ne pouvais jamais quitter cet endroit maudit. Les visages des enfants, des adultes, s'étaient maintenant mêlés à mes propres souvenirs. Ils me suivaient partout, chuchotant des mots incompréhensibles, leur regard vide de toute humanité. J'étais devenu l'une d'eux, un membre de cette famille figée dans l'éternité d'un Noël sans fin. À chaque matin, ou du moins, ce que j'imaginais être le matin, j'étais forcé d'enfiler le costume de Père Noël,
d'aller poser les cadeaux sous le sapin pour des enfants qui n'étaient jamais contents. Leur regard vide, leur sourire figé, ne laissaient aucune place à la chaleur ou à la joie. J'ai cessé de me battre, de chercher à fuir. La maison m'avait pris, et il n'y avait plus d'échappatoire. Chaque tentative d'évasion semblait simplement renforcer l'emprise qu'elle avait sur moi. Puis, un jour, ou du moins, je crois que c'était un jour, j'ai vu un groupe de jeunes curieux s'approcher de la maison. Ils avaient l'air de chercher quelque chose. Ils étaient là, juste à l'extérieur, sans savoir qu'ils étaient déjà condamnés. Je les ai regardés, figés dans cette scène, un sourire déformé se dessinant sur mes lèvres. Je suis devenu ce que j'avais le plus craint. Et je les attendais, leur promettant le même Noël éternel qui m'avait été imposé. Bienvenue, ai-je murmuré dans l'ombre, au Noël qui ne finit jamais.